Est-ce nous qui nous servons de l'argent, ou l'argent qui se sert de nous? L'utilisons-nous pour combler nos besoins, ou nos besoins sont-ils d'être comblés de lui? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 28e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. C'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à l'éthique de Benedictus de Spinoza, partie 4, chapitre 28, dans la traduction de Misrahi. Alors aujourd'hui, nous allons parler argent et désir, deux sujets qui, je suis sûr, vous attirent, avec Spinoza, dont voici la sentence. L'argent est devenu le condensé de tous les biens, et c'est pourquoi, d'habitude, son image occupe entièrement l'esprit du vulgaire, puisqu'on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause. La phrase est courte, mais elle est lourde de signification. Alors, que souhaite nous dire Bénédicte lorsqu'il écrit ça? L'argent est devenu le condensé de tous les biens, car l'argent est devenu le moyen, pour tous et pour chacun, de se procurer des choses, donc de ressentir de la joie. Des espèces sonnantes pour des espèces de joie. C'est aussi vieux que le système monétaire en fait, mais c'est depuis la révolution industrielle que cela prend le plus son sens. Révolution industrielle que Spino anticipe de 2 siècles, bravo à lui. Un peu d'histoire. Si, il y a encore quelques siècles, l'argent existait déjà, je vais peut-être pas vous apprendre ça non plus, il n'a pas toujours charrié la même signification. En revanche, ce qui n'a guère changé, et il l'écrit, c'est que, d'habitude, son image occupe entièrement l'esprit du vulgaire. Car, en tant que fait social total, il occupe chaque pensée de l'individu. Auparavant, vous pouviez être serf d'une propriété seigneuriale et vivre chichement de ce que vous produisiez et partagiez avec vos voisins les plus directs. Vous aviez de l'argent bien sûr, mais vous ne consommiez pas de la même manière que votre seigneur par exemple. L'argent n'était pas partagé également entre toutes les couches de la population. Et si vous me répondez que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui, eh ben oui. Mais nous sommes pourtant beaucoup plus nombreux à partager le même espace économique, à disposer d'un compte en banque, à acheter notre nourriture ou nos vêtements. La carence de cet intermédiaire entre le besoin et son comble nous fait perdre d'ailleurs toute possibilité de nous procurer de la joie, et tout simplement de garder les conditions de notre propre survivance. Sans argent, tu meurs. Rapidement ou à petit feu, n'empêche, tu meurs. Ça n'a pas beaucoup changé. Ce qu'il est important de réactualiser dans la sentence de Bénédicte, c'est ça. L'argent est devenu le condensé de tous les biens. Car si c'était déjà vrai à son époque, cela tend à le devenir encore plus après la révolution industrielle et ce qui s'est développé à sa suite, la consommation de masse. La consommation, comme le mot l'indique, n'est pas l'achat, c'est l'accumulation. En société de consommation, il n'y a pas un besoin vital qui nécessite une obtention, il y a des besoins suscités qui s'échangent contre de l'argent. Lorsque vous étalez ce modèle non plus à la bourgeoisie qui a les moyens de satisfaire ses désirs superficiels, mais à l'ensemble des individus d'une société, vous obtenez la consommation de masse. Et c'est précisément comme cela qu'on peut relire Spinoza lorsqu'il écrit que l'argent est devenu le condensé de tous les biens. Il est la possibilité d'accéder à toute espèce de joie que nous pourrions soit poursuivre, soit nous voir susciter. Et quand tout le champ de la joie a été racheté, sans mauvais jeu de mots, par l'idée de l'argent comme cause, nous tombons irrémédiablement dans un double problème, celui du PIB et celui de la valeur. Alors allons-y sérieusement pour le PIB et la valeur. Si toute joie est ainsi subordonnée à l'argent, alors mécaniquement, tout désir se dirigera vers la création de valeur monétaire, vu qu'après tout, elle est seule pourvoyeuse de gaieté. Sans argent, point de salut. Donc, il faut créer de l'argent afin de répondre à nos désirs. Jusque-là, on sera tous d'accord. Mais du coup, il est nécessaire, lorsque la société n'est plus constituée de serfs liés à leur terre, de donner un autre sens à la vie de ces nouveaux individus, celle d'agents économiques. Pour que ceux-ci continuent à travailler malgré l'absence, physique en tout cas, de bâton, il faut trouver une carotte. Et cette carotte, la consommation de masse l'a trouvée. L'outil, l'objet, le produit, la récompense par le matériel. L'argent est alors le moyen de se procurer de la joie, car la vie de l'agent économique est de produire l'argent
qui lui permet d'être consommateur. Vous avez l'impression que ça tourne en rond? Moi aussi, mais c'est ainsi. C'est l'organisation nécessaire d'une société dans laquelle le seul intérêt méritant d'être poursuivi deviendra celui de la génération de richesse. Non du produit que cette richesse a créé, mais du simple fait de créer. L'argent est alors devenu moins un moyen d'obtenir qu'un désir d'engranger. Consommation, une fois de plus. Le but n'est pas de répondre à un besoin, mais d'accumuler. Donc, dit beaucoup plus simplement, l'argent n'est plus un moyen, c'est une fin. Le désir de l'agent économique n'est plus la machine à laver, le désir est l'argent qui achètera la machine à laver. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous Picsou, et nous ne pouvons pas tous nous baigner dans les pièces d'or pour la simple joie de se baigner dans les pièces d'or, et même pas pour les dépenser. Très mauvais agent économique ce Picsou. Bref, cela crée une société qu'on appelle la société de la croissance. Car dans un monde où toute espèce de joie est accompagnée de l'idée de l'argent comme cause, qu'est-ce que vous voudriez faire à part faire de l'argent ? Si tout ce que nous avons à poursuivre est la fixation matérielle de bidules colorés, il est indispensable que toute l'organisation de la société soit faite autour du taux et de l'actif. La croissance devient le seul objectif, car seule elle est capable de répondre aux désirs qui procureront de la joie, aux agents économiques que nous sommes tous. Le PIB est donc devenu le premier indicateur de la bonne santé d'une société, et tout doit être fait pour maintenir cette échelle de valeur. Car l'accumulation de marchandises nécessite l'accumulation d'un capital. Si vous n'avez pas d'argent, vous serez triste. Nous hiérarchiserons donc les agents qui gagnent et les agents qui perdent. Et tant pis si un personnel soignant est un agent économique déficitaire, là où un publicitaire est un agent économique bénéficiaire. Ce qui permet à un homme politique d'aller voir des infirmières pour leur dire qu'elles créent de la dette. Ce n'est pas faux ce qu'il dit, On aurait tort de s'insurger en hurlant « Salaud, tu seras bien content quand elles te soigneront, toi ou ta famille !» Parce que ce serait passé complètement à côté du problème, en fait. Cet homme politique a raison. Il applique rigoureusement la nécessité d'une société de croissance, une société dans laquelle le PIB est l'alpha et l'oméga de la décision politique. Et si vous rapportez cette idée à la microéconomie, c'est-à-dire les modèles économiques des grands ensembles, comme on fait en macroéconomie, mais celle des petits agents économiques comme vous et moi. Donc si vous regardez en microéconomie, il a d'autant plus raison. Si je dépense le peu que j'ai pour faire des vidéos ou des balados qui me font perdre plus d'argent qu'en gagner, je ne suis pas un agent économique sérieux, je suis déficitaire. Sauf si vous m'aidez en me donnant sur fr.tipeee.com/Kairis. C'est bon, c'est un épisode sur l'argent, c'était le meilleur moment. Kairis, Q-A-Y-R-I-S. Merci. À ce moment-là, si vous m'aidez assez, je deviendrai un agent économique rentable. Mais pour le moment, je suis un agent économique catastrophique. Et ce que fait cet homme politique, c'est appliquer ce raisonnement microéconomique à une analyse macroéconomique. Car pour que j'ai de la joie, je dois avoir de l'argent, pour bien consommer. Pour que ma société ait de la joie, elle doit faire de l'argent, pour permettre de consommer. Une assez bonne illustration de cette fixation est, je pense, celle du gadget. Quand je me pointe dans un local aseptisé, sans âme, avec 3 tables sur lesquelles repose 8 fois le même objet, je parle d'une boutique Apple pour ceux qui visualisent pas. Je ne vois pas la fonction du gadget, je vois le gadget. Même si l'on me présente une diversité esthétique ou chromatique, c'est le même gadget. Cet objet est alors, et la mise en scène autour de lui le prouve assez, moins un objet qu'un fétiche. Celui qui nous distinguera et renforcera notre lifestyle. Et cette fétichisation subordonne l'acquisition à l'utilisation. Je suis même capable de remplacer régulièrement mon gadget, alors que le précédent est encore utilisable. Le fait de le posséder est aussi important que les offices qu'il remplit. Il remplit une fonction sociale, il alimente les discussions. Et puisqu'on parle de boutique et de socialisation, les espaces sont très importants dans cette organisation. La messe du samedi, qui consiste à se déplacer dans de grands temples dans le seul but de dépenser l'argent durement gagné, car si vous le gardez comme Picsou, vous participez pas du tout à la croissance, donc vous êtes un mauvais agent économique. Et si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, vous pouvez quand même y aller pour flâner, pour admirer tout ce que vous auriez pu dépenser si vous n'étiez pas pauvre, et au pire, vous achèterez une gaufre, histoire de recevoir un petit shot d'affect joyeux à l'huile de palme.
En bref, le fétiche est plus que sa fonction. Il n'est pas un simple outil pour combler un désir, il charrie également, lors de son achat, toutes les nécessités d'une société de la croissance. Et bien sûr que nous regardons quand même les performances du gadget, bien sûr que nous l'achetons aussi pour utiliser ses fonctions, nous ne sommes pas décérébrés au point d'acheter quelque chose d'inutile. Il faut pas oublier le point important que nous apporte Benedict, c'est une espèce de joie. J'achète le gadget pour l'utiliser, mais avant tout pour me faire plaisir. Le moment de l'achat, surtout quand le coût est élevé, est une joie certaine. Mais bref, nous sommes tous foutus, car comme il le disait dans sa sentence, c'est pourquoi, d'habitude, son image occupe entièrement l'esprit du vulgaire. Alors déjà, Béné, vulgaire toi-même, Ensuite, il a raison. Nous sommes si pétris par ce fait social total qu'est l'argent et son usage dans la consommation, qu'il occupe entièrement notre esprit, sans même y penser. Donc, remisons notre gadget de côté, et revenons à ce que vous attendez tous, les politiques. Depuis lustre, beaucoup nous expliquent qu'ils apprécieraient d'avoir pour peuple des gens qui n'envient pas les riches, mais qui souhaitent eux-mêmes être riches. D'arrêter de tacler les millionnaires et d'essayer d'en devenir un. Tout le monde sait que le français n'aime pas la réussite, il se plaint des inégalités, il chouine devant les bagnoles de luxe, il est jaloux des cercles de pédocriminels, bref, il est mesquin le français. Lorsque les politiques disent ça, ils disent quelque chose de très intéressant. Ils mettent au jour leur désir de remplacer des gens qui ne veulent que répondre à de simples désirs grâce à quelques espèces monétaires, par des gens ayant pour désir la seule accumulation monétaire. Car qui dit gens riches, dit système de consommation à gogo, et la dépense, comme on l'a dit tout à l'heure, est le nerf de la guerre. Et après, on va pas se demander si, comme Picsou, ils vont pas se contenter de prendre tout cet argent et de le foutre dans une tour, et ne pas du tout le réinjecter dans l'économie, ça, on va dire qu'on va pas se poser la question, Parce que ce que ces politiques veulent, ce sont des échanges constants, car c'est ce qui fait grossir le PIB, c'est ce qui garantit la croissance, c'est ce qui témoigne du bonheur d'un pays, apparemment. Suisse à l'épargne, sans échange, point de salut. L'argent est devenu la seule valeur, dans tous les sens de valeur, Autant valeur morale que valeur d'échelle. Il est devenu la seule valeur qui mérite que nous y dédions nos vies. En résumé, des vies passées non pas à avoir de l'argent pour, mais avoir de l'argent tout court. Et pourtant, lorsque je promène ma chienne, je ne dépense pas d'argent. Certes, il y a des corollaires monétaires, il y en a partout, ma chienne je l'ai achetée, je dois la nourrir, je paye le carburant pour aller la balader, tout ça, mais ils ne sont que fonctions. Le but est de promener ma chienne, et cela c'est gratuit. Rêvasser dans un hamac, c'est gratuit. Embrasser les gens que nous aimons, c'est gratuit. Sauf si l'on s'arrange pour rendre payant tout ce qui peut l'être. Une balade en commun avec des organisateurs et un parcours, c'est payant. Une hutte en haut d'un arbre pour un week-end en vacances, c'est payant. Des clubs de solitaires contrariés partageant des caresses à demi consenties, c'est payant. Dans un système où tout repose sur l'échange commercial, car il est la seule valeur qui mérite d'être mise en valeur justement, il est inenvisageable que des vecteurs de joie restent gratuits. Car la première loi de la mercatique pourrait être « trouver un besoin à satisfaire », que celui-ci existe ou non. Alors trouvez quelque chose de gratuit, rendez-le payant, vous serez gagnant. Car les désirs basaux sont, bon an mal an, à peu près comblés. La plus grande partie de la population mange et dort. Mais il n'est pas possible de créer de la croissance avec seulement des fermiers et des maçons. Donc, il faut créer de nouveaux besoins. Uniquement pour que les gens aient de nouvelles raisons de dépenser. Et c'est ainsi que petit à petit, dans une spirale s'auto-renforçant, l'argent devient le condensé de tous les biens et la cause de toute espèce de joie. Et il en donne peut-être un fragment de solution à la fin de son chapitre. L'argent étant devenu la nécessité du pourvoiement en affects joyeux, il devient nécessaire d'en placer une partie suffisante sur le PayPal de Kairis. Conclusion. Spinoza, en une phrase assez simple, un peu noyée dans les derniers chapitres de la partie 4, analyse ce que devient l'argent et qui s'est encore renforcé dans notre société de consommation de masse. L'argent, de moyen, est devenu la fin. Il est autant la cause que la nécessité d'une société de la croissance. La valeur monétaire est le condensé de tous les biens, et donc un bien en lui-même, une valeur en elle-même, autant qu'hors elle-même. Il rassemble tant de désirs qu'il a fini, entre tous, par en devenir le premier. De là, produisez des biens, ou promenez vos chiens.
Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 28e épisode du Space Mountain consacré à l'éthique de Benedictus de Spinoza, partie 4, chapitre 28. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, car il existe certainement une espèce de joie qui est accompagnée de l'idée du Space Mountain comme cause. Je vous retrouve très vite. T'es sûr que je peux pas terminer par accompagné de l'idée du Space Mountain comme cause, et cela, ça n'a pas de prix, pour le reste, il y a Tipeee. Non mais j'en ai pas beaucoup parlé, je trouve, les gens ils savent peut-être pas.